ce soir, nous allons voir les accidents toxiques, niveau 4. Donc, pour ce cours, ça va concerner principalement donc 3 gaz, hein, l'oxygène, l'azote et monoxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, on ne va pas le voir, je vais juste le mentionner, mais ça fait l'objet d'un autre cours. Donc, c'est quoi un accident toxique? En fait, en plongée, on va utiliser des gaz qui sont donc parfaitement tolérés par l'organisme dans une certaine gamme étendue plutôt de pression partielle. C'est-à-dire qu'il y a des gaz qui qu'on va pouvoir donc respirer sans problème, par exemple en surface ou à une certaine pression partielle. Par contre, si la pression partielle de ce gaz augmente trop, le corps humain va réagir, ou baisse trop aussi, ça peut être aussi des cas où ça baisse trop, le corps humain va réagir et on va voir justement ce que ça comporte. Donc c'est ça, un accident toxique. Donc la loi qui est très importante, que je ne vous rappelle pas, enfin je vous mets juste en rappel, mais je ne vais pas la détailler, c'est la loi de Dalton, vous l'avez déjà vu sur les cours précédents. Donc ce qui est important de savoir, c'est que donc on va voir comment réagit le corps humain. Le corps humain peut avoir des réactions brutales ou progressives. On va voir lesquelles, et c'est important de le connaître. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette toxicité des gaz, c'est ça qui sert comme facteur pour en fait définir les limites de la plongée loisir. Et on va expliquer tout ça aussi. Donc je commence par l'oxygène. Donc quelques définitions au départ, ce qu'on appelle hyperoxie, normoxie, hypoxie, anoxie. Hyperoxie, c'est quand la quantité d'oxygène, enfin la pression partielle d'O2 carrément, est supérieure à 0,21 bar, donc ce que vous avez donc quand vous respirez de l'air en surface. Normoxie, donc c'est entre une pression partielle de O2 entre 0,16 et 0,21 bar. Hypoxie, donc c'est quand la pression partielle baisse en dessous de 0,16. Et anoxie, ça veut dire c'est quand la pression partielle est en dessous de 0,12. Et là, la quantité d'oxygène distribuée au tissu ne permet pas la survie des tissus. Donc la même chose ici sur un petit schéma où ça vous donne un peu les différentes zones en fonction des pressions partielles de l'oxygène. Donc un autre seuil que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est un 6. C'est le seuil où l'oxygène devient toxique. Et ça, c'est défini dans la loi. De même que le 0,16. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, en plongée loisir, on doit toujours respirer des mélanges qui vont être compris entre 0,16 et 1,6. On va toujours se situer dans cette zone-là. En dessous, au-dessus, on n'a pas le droit, et en dessous de 0,16 non plus. De pression partielle, ouais. Donc, par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans d'autres pays, ça peut être différent. Par exemple, aux US, vous avez un 4. Donc, l'oxygène, on va avoir deux effets. Un effet Polbert et un effet Lorentz-Smith. Un effet Polbert qui est donc une intoxication en fait du système nerveux par l'oxygène lorsque la pression partielle est supérieure à 1,6. Et on verra, mais c'est une crise brutale. À l'inverse, on a aussi l'effet Lorentz-Smith qui est plutôt une inflammation des alvéoles des poumons. Et donc par contre, c'est un effet progressif. Alors, je commence par l'effet qui est prépondérant quand même pour nous, c'est l'effet Polbert. C'est quoi l'effet Polbert? En fait, c'est une crise de type épileptique. C'est une crise hyperoxique, donc de type épileptique, qui va se dérouler en 4 phases.
vous avez une phase d'alarme. Donc, cette phase d'alarme, c'est quand la pression partielle d'O2 est supérieure à 1,6 pendant un certain temps. Cette phase d'alarme, vous pouvez avoir des symptômes, mais vous pouvez aussi ne pas sentir les symptômes ou ne pas les avoir. Tant que vous êtes dans cette phase d'alarme, si vous repassez une pression partielle plus faible, la crise ne va pas se dérouler. Ensuite, vous avez une phase d'apnée. La crise là, c'est vraiment déclenché. Une phase convulsive. Et tant que la pression partielle va rester supérieure à 1,6, on va rester bouclé entre cette phase d'apnée et cette phase convulsive. Voilà, ici, hein, on reste bouclé. Et ensuite, une phase de retour à la normale. Donc au niveau des risques, bon, ici, dans la phase d'alarme, c'est le risque de déclencher la crise. En apnée, si vous remontez le plongeur, comme il est en apnée et que en fait tout le corps est bloqué, vous avez une risque de surpression pulmonaire. Et en phase convulsive, la personne ne va pas maintenir son détendeur en bouche. Et là, vous avez un risque de noyade. Donc, si je reviens en détail sur cette phase d'alarme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le point important ici, c'est que le plongeur peut ne pas avoir de symptômes ou ne pas les sentir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Parce que si vous déclenchez la crise, ça va être problématique, hein, comme on va le voir tout à l'heure. Maintenant, sur les symptômes que vous pouvez avoir, ce qui est assez caractéristique, c'est plutôt des petits tremblements musculaires et des petites crampes autour des lèvres. Un peu là, vous allez sentir des petits tremblements des lèvres. Et c'est souvent ce qu'ont raconté les gens comme symptôme le plus perceptible. Vous pouvez aussi avoir des troubles visuels, vision en tunnel, hein, plus rarement gêne respiratoire, tachycardie ou troubles de comportement. D'accord ? Donc phase réversible, si vous revenez à une pression partielle d'O2 inférieure à 1,6, la crise ne va pas aller plus loin et ne va pas se déclencher. Voilà. Par contre, si la crise déclenche, elle va passer avec les 4 phases et elle va aller jusqu'au bout. Donc ensuite, vous avez la phase tonique, ou la phase que j'ai appelée tout à l'heure aussi, qui s'appelle aussi la phase d'apnée. Donc là, vous avez des contractions musculaires généralisées. Les muscles respiratoires notamment se contractent et la glotte est fermée. Cette phase dure à peu près 30 secondes à 1 minute. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas remonter le plongeur. Parce que ce que vous risquez de faire, si vous remontez le plongeur, notamment rapidement, c'est de lui créer une surpression pulmonaire en plus de la crise. Cette crise, donc ensuite, va passer à une phase clonique, où là, on a des contractions et des décontractions. Hein. Et ça dure 2 à 3 minutes. Là, à ce moment-là, le plongeur risque de ne pas tenir son embout en bouche et il va falloir que vous mainteniez cet embout en bouche. Il va falloir aussi que vous vous protégez parce que vous risquez d'avoir des mouvements erratiques du plongeur sous la crise dans tous les sens et il ne va pas falloir qu'il vous arrache votre détendeur ou votre masque. Donc, il faudra plutôt se placer de manière à vous protéger et le remonter. Donc dernière phase, la phase post-convulsive ou résolutive, là qui va durer 10 à 15 minutes et qui va se terminer en général par une personne épuisée qui va s'endormir. Donc juste, petit rappel de ce que je vous viens de dire, hein, alerte. En phase d'alerte, le risque c'est de déclencher la crise, donc il faut remonter rapidement, faut remonter au niveau profondeur pour baisser la pression partielle d'O2. En phase tonique, il ne faudra pas remonter le plongeur, hein, risque de surpression pulmonaire. En phase clonique, vous avez la reprise ventilatoire et il faudra maintenir le détendeur en bouche parce qu'il ne va pas le retenir. Hein. Et remonter le plongeur à ce moment-là. Donc durant la phase clonique.
Donc la prévention pour éviter ça, en fait, c'est le respect des profondeurs maximales en fonction des mélanges que vous utilisez. Donc si vous utilisez nitrox, ça sera forcément à une profondeur plus faible qu'à l'air, parce qu'on a des pressions partielles dans le bloc supérieur à celle de l'air. Ça veut dire aussi que c'est pour ça qu'il y a tout un protocole au niveau du nitrox pour donc mesurer et ne pas faire confiance sur le mélange qu'on mesure, parce que c'est très important. Si vous vous trompez, ou si quelqu'un d'autre se trompe, comme il y a plusieurs mesures, normalement ça ne doit pas arriver, mais c'est pour cette raison justement qu'on a mis ce protocole, pour être sûr qu'il n'y ait aucune erreur. Parce que si vous plongez un mélange à 40% alors que vous pensez que vous avez un mélange d'O2 par exemple à 30% et que vous descendez à 40%, et bien là vous êtes sur une pression partielle supérieure à 1,6. En plongée à l'air, cette limite c'est 66 mètres, hein. Mais normalement on n'est pas autorisé à aller à cette profondeur. Et si vous respirez de l'oxygène pur, c'est 6 mètres. C'est pour ça que si vous respirez de l'oxygène pur, et en général, si c'est du palier, il y aura une barre pour vous tenir ou quelque chose de manière à contrôler très finement votre niveau d'immersion et pas glisser à 7 mètres ou 8 mètres. C'est très important. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'effet Paul-Bert, pardon, avant que je passe à l'effet Lorentz-Smith. Donc, je passe au pas de questions, je passe à l'effet Lorentz-Smith. Alors, l'effet Lorentz-Smith, c'est très différent, c'est une inflammation des alvéoles pulmonaires. Une inflammation du surfactant des alvéoles pulmonaires. Donc ça va apparaître. Donc là, on met pour un séjour de plus de 2 heures à une PPO2 supérieure à 0,5 bar. En fait, c'est supérieur à ça. Il faudra plus que ça pour déclencher la crise. Alors, c'est pas un accident, c'est simplement une inflammation. Donc ça va s'installer de façon progressive. Ça va pas du tout être brutal. Et on va rencontrer surtout ce genre de soucis, par exemple, ce genre de problème sur des gens qui vont plonger pendant plusieurs mois au nitrox. Régulièrement, ils vont plonger par exemple 3-4 mois. Des moniteurs qui plongent 3-4 mois au nitrox peuvent avoir ce problème d'inflammation des alvéoles au niveau des alvéoles pulmonaires. Mais en plongée loisir, pour les gens qui plongent une semaine en Égypte ou par exemple 3 ou 4 fois par semaine au nitrox, on voit pas trop ça arriver. Bon, en théorie, c'est 2 heures à 15 mètres, mais on est assez loin de la limite en général à ce niveau-là. Au niveau des symptômes, qu'est-ce que vous voyez ? Surtout, la personne va sentir déjà donc une brûlure, une gêne respiratoire, va tousser aussi, phase rose. Donc ça va être les œdèmes pulmonaires, mais ça vous n'allez pas le savoir. Du moins c'est un médecin qui pourrait vous le dire, mais ce que vous allez ressentir, c'est plutôt gêne respiratoire, toux, brûlure. D'accord ? Oui, alors, juste un petit point, ouais, l'effet Lorentz-Smith et l'effet Paul-Bert sont deux effets totalement indépendants, hein. L'un peut arriver sans l'autre, et vice-versa. C'est pas lié du tout, hein. Alors, ouais, ça c'est juste des petits calculs pour vous montrer, pour la plongée à l'air, comme il ne faut pas dépasser 1,6 bar. Si vous êtes donc à l'air, c'est 66 mètres la pression absolue. C'est 66 mètres la profondeur maximum. J'ai mis la pression absolue, c'est un peu faux, c'est la profondeur maximum. À l'oxygène pur, je vous fais le calcul, c'est 6 mètres. Voilà, donc j'en ai fini pour l'oxygène. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Pas de questions. Donc, on va passer second gaz, l'azote. Alors, ça vous connaissez, vous avez déjà entendu parler
donc de la narcose ou de l'ivresse des profondeurs. Ça s'appelle, c'est l'intoxication faite par l'azote. Donc, comme vous savez, pour les personnes les plus sensibles, ça va démarrer à la profondeur de 30 mètres, à partir de 30 mètres. Et puis, à partir de 40 mètres, tout le monde est narcosé. Et puis, plus on descend, plus on va narcoser. Et donc, c'est l'azote qui a défini la limite de la plongée à l'air. Donc, les 60 mètres. Pourquoi 60 mètres? Et bien, en fait, ça correspond donc à la pression partielle d'azote de 5,6 bars, qui a été considérée comme donc la limite maximum. En dessous, c'est une zone dangereuse. Et c'est comme ça qu'on obtient les 60 mètres. Donc c'est pas l'oxygène qui fixe la limitation de la plongée à l'air, mais c'est l'azote. Hein, donc ce que je viens de dire là, c'est simplement un résumé de ce que je viens de dire sur le transparent précédent. Donc, je continue. Alors, quand la narcose apparaît, que faire? En fait, il va falloir remonter le plongeur. Donc la pression partielle de N2 va diminuer et ça va suffire pour arrêter donc la narcose au bout de quelques mètres et une minute ou deux dès que la personne va être remontée. La narcose aussi, en tant que guide de Palenquet, ce qui est important de savoir, c'est que cette narcose peut ne pas apparaître immédiatement. Vous descendez, vous êtes par exemple à 40 avec des niveaux 2, ils ne sont pas très habitués, et la narcose va pouvoir arriver au bout de 3-4 minutes. Et donc il va être très important de surveiller les gens. C'est pas parce que vous arrivez à 40 que immédiatement les gens vont être narcosés. Ça peut mettre un petit temps à s'installer. On va voir, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent favoriser donc cette narcose. L'arrivée de cette narcose. Donc juste un petit rappel pour vous dire, hein, vous savez, l'azote vient surtout stocker dans les corps gras, on en a déjà parlé, et donc l'azote va venir en fait en particulier au niveau du système nerveux qui a un corps gras, hein. Il va venir s'installer en particulier dans la gaine de myéline et va venir perturber le flux d'informations. Et c'est pour ça que donc vous allez avoir une perception différente quand vous allez être narcosé par rapport à ne pas être narcosé, parce que en fait cet azote stocké vient modifier donc la transmission d'informations au niveau de votre système nerveux. Donc vous êtes ralenti avec tous les effets que ça présente. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est le mécanisme. Donc je viens de vous l'expliquer sur le transparent précédent. Donc je ne rentre pas dans le détail ici. C'est simplement, donc je vous l'ai écrit comme ça vous permet d'avoir un rappel de ce que je viens de dire. Si vous avez que les transparents et pas la vidéo. Alors, c'est quoi les symptômes de la narcose? En fait, en général, le truc le plus caractéristique, ça va être le comportement anormal ou inadapté. Ça veut dire que vous allez voir un plongeur qui ne réagit pas comme il devrait. C'est ça qui va en fait être l'alerte pour vous en tant que guide de Palenquet. Alors qu'est-ce que vous pouvez avoir? Par exemple, vous lui faites signe d'aller dans cette direction et puis il vous suit pas. Vous lui faites signe d'équilibrer et puis il fait rien. Ou alors il va s'intéresser à autre chose qui paraît pas très intéressant. Il va par exemple regarder son ordinateur en permanence ou le re-regarder parce qu'il a oublié la valeur qu'il y avait dessus. Donc c'est ce genre de comportement inadapté qui doit alerter votre en tant que guide Palenquet, c'est ça qui doit vous alerter.
Après, en interne, lui, le plongeur peut être soit en angoisse, peut être angoissé, hein, en crise, ou alors peut être euphorique aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une réflexion plus lente. Par exemple, quand vous faites signe OK, s'il met un certain temps à vous répondre, ça peut être aussi un signe. Donc, facteur favorisant. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la profondeur, c'est l'élément principal. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des facteurs favorisants. La personne qui est fatiguée, qui est stressée, si aussi vous avez fait des efforts, le CO2 peut favoriser l'apparition d'un narcose. Vous avez aussi, par exemple, si vous descendez et que vous retournez brutalement, après 35 mètres, par exemple, ou 30 mètres, c'est un facteur favorisant. La turpitude de l'eau, si c'est sombre, noir, la perte de repères visuels, tout ce genre de choses, les conditions difficiles, donc tout ça, ça doit aussi vous alerter. Les personnes aussi qui vont pas souvent, c'est-à-dire que vous avez une personne qui n'a pas plongé depuis longtemps, ou régulièrement qui plonge de façon peu profonde, et bien si vous l'amenez à 40, il y a de fortes chances que vous risquez d'avoir une personne narcosée. Je dis vous risquez parce que chaque individu est plus ou moins sensible et donc ça dépend des cas. Donc, alors la prévention, ça va être un peu, si vous avez donc des conditions difficiles, faudra s'adapter. Par exemple, peut-être descendre moins profond, pas descendre en pleine eau rapidement, la tête en bas, descendre tranquillement. Si vous avez une personne stressée, c'est pareil, ça peut jouer. Euh, Alors, progressivité aussi dans l'augmentation de la profondeur, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez quelqu'un qui ne va pas souvent dans la zone des 35-40, vous n'allez pas l'amener brutalement. Il va falloir penser un peu à l'habituer et à augmenter la profondeur, plongée après plongée et pas immédiatement. Donc, conduite à tenir. Si vous avez un plongeur narcosé, que devez-vous faire? Bon, je l'ai déjà dit auparavant. Hein. Dans ces cas-là, vous n'avez qu'une seule chose, c'est remonter la personne. Donc, vous la remontez. Pas la peine de la remonter en sauvetage, hein, ça ne sert à rien. Hein. Vous pouvez soit la tirer par la bouteille, par exemple. Hein. Des fois, la personne ne s'en rendra même pas compte. Vous remontez dans une zone supérieure à 30 mètres, 25-30 mètres. Et aussi bien là, la personne va récupérer entièrement de sa narcose. Par contre, si vous avez une narcose et que la personne a récupéré parce que vous êtes remonté, il ne faudra pas redescendre parce que ça va recommencer. Donc ça ne sert à rien. Donc vous continuez. Si la plongée peut être continuée dans la zone des 25 mètres ou 20 mètres, à ce moment-là, vous faites une plongée dans cette zone-là, mais vous ne redescendez pas. Et selon l'importance de la narcose, ce que je mettais, c'est que le plongeur peut se souvenir de rien. Vous pouvez rencontrer des gens qui sont narcosés au fond, vous les remontez, vous leur demandez en sortie de plongée comment s'est passée la plongée, ils vont vous dire ah parfait, ça s'est bien passé, mais souvent ils n'auront pas non plus des souvenirs précis de certains moments dans la plongée. Mais ils ne rappelleront surtout pas avoir été narcosés. Donc j'insiste là sur les conseils au guide de Palanquet. Bon, j'en ai donné tout au long des différents transparents. Hein. Donc surveillez les plongeurs, contrôlez leur rapidité de réponse quand vous arrivez au fond et aussi régulièrement dans les premières minutes quand vous êtes au fond, bien les surveiller pour voir comment ça se passe. Hein. Descente progressive, plutôt avec un repère visuel. Et puis, bien sûr, adapter la plongée à l'expérience des plongeurs. On en a parlé. Est-ce que vous avez des questions sur la narcose avant que je passe au suivant? Pas de questions ce soir. Ok, donc, alors, monoxyde de carbone. Donc ça, c'est un peu spécial. Donc, c'est là parce que c'est un point important si ça arrive, sachant que c'est extrêmement rare.
l'impact, le monoxyde de carbone. Alors, par contre, c'est extrêmement dangereux parce que c'est un gaz inodore qui va en fait perturber l'apport de l'O2 dans le corps et vous n'allez pas vous rendre compte. Parce que ce gaz est transporté par l'hémoglobine. En fait, juste pour vous faire un rappel, souvent quand vous avez par exemple l'hiver des chauffages qui fonctionnent mal et les gens meurent dans leur sommeil d'intoxication, c'est à cause du monoxyde de carbone, qui est la résultante d'une combustion imparfaite. Et donc ce gaz, pourquoi il est dangereux? Parce qu'il va être transporté par l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine, je rappelle, c'est exactement ce qui transporte, c'est ce qui sert à transporter l'O2. Et très peu de CO2 va en fait réduire beaucoup la capacité de transport de votre sang en O2. Hein. Et c'est ça. Et donc vous allez être rapidement asphyxié à cause de ça, même avec un faible taux de CO2. Donc comme je vous dis, c'est un gaz qui résulte d'une combustion imparfaite, et la seule façon de l'avoir, c'est qu'il se trouve dans votre bloc. Et ça peut se produire que lors du gonflage de votre bloc. Hein. Et en particulier, par exemple, si vous gonflez sur des parkings avec des compresseurs qui sont portables. Et si jamais vous avez des voitures qui tournent sur ces parkings-là, il faut avoir des prises d'air plutôt en hauteur. Pourquoi en hauteur? Parce que c'est un gaz qui est plus lourd que l'air. Et donc, il se trouvera de toute façon au niveau du sol d'abord. Au niveau des installations de compresseurs fixes, en général, on n'a pas ce risque parce que de toute façon, les prises d'air sont en hauteur et donc on n'est pas embêté avec ce problème. Alors, je ne sais pas, vous avez des questions sur le monoxyde de carbone? C'est tout ce qu'il y a à savoir pour le niveau 4. Dioxyde de carbone, bon, je vous ai dit en entrée, c'est quoi? Je vous cite juste ça, c'est l'essoufflement en fait. Et ça fait l'objet d'un cours spécifique qui n'est pas traité ici. Voilà. Donc, conclusion. En fait, c'est très facile d'éviter un accident toxique. Parce que si on respecte la réglementation, eh ben, on est sûr de jamais avoir de soucis. C'était un peu différent avec les ADD, puisque, pour rappel, des fois les ADD, c'est même en absence d'erreur de procédure, on peut avoir un ADD. Alors que là, si vous respectez les profondeurs, hein, comme je vous ai dit, ce sont ces pressions partielles des différents gaz qui fixent les limites de la plongée loisir. Donc si vous respectez ces profondeurs, vous n'aurez pas de souci avec l'intoxication par les gaz.